selon eux, a été dans les 12 derniers mois le plus déterminant, ce qui mettrait en fait en exergue. Qui est-ce qui veut commencer par ce petit exercice d'analyse? Et il y a Leslie, vous voulez commencer? Il y a bien évidemment plusieurs choses. La première chose qui me vient à l'idée, c'est déjà le form factor. Il y a beaucoup de promesses actuellement sur une bataille entre les... Définissez peut-être tout simplement qu'est-ce qu'on entend par form factor. C'est simplement la forme qu'a un terminal. Voilà. Il va être plus ou moins plat, plus ou moins grand. On parle de taille d'écran, on a critiqué l'iPhone 4S qui avait décidé délibérément de ne pas avoir un écran du calibre qu'on voit dans les nouveaux smartphones actuels. Donc c'est une question qui est vraiment actuelle. On nous promet des smartphones de plus en plus fins. Il y a une volonté apparemment du public, peut-être du public un petit peu technophile, d'en avoir des grands. Il y a des promesses d'écrans souples, déformables, de paille. On peut inventer n'importe quoi. Quel form factor? Pourquoi pas inventer un objet de la vie courante, un vêtement qui servirait de smartphone? Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire, à intégrer des terminaux, qui soient mobiles ou nomades, avec des form factors, et dans des objets déjà actuels. Alors, on va revenir sur les form factors, parce que je crois qu'on peut en parler beaucoup plus, parce qu'il y a de vraies questions qui se posent. Juste un mot quand même sur les smartphones flexibles. Est-ce que c'est toujours, je dirais, un vœu pieux, où il y a actuellement, je viens dans les laboratoires, des choses qui sont en préparation pour le grand public? Je sais qu'il y a des choses très spécifiques pour les professionnels, mais pour le grand public, vont sortir bientôt? Aujourd'hui, non. Il y a simplement Sony et Samsung qui, depuis plusieurs années, Samsung a refait ça dernièrement à un salon, je ne me souviens plus lequel exactement, et qui présentait de nouveau, comme Sony l'avait fait précédemment, des écrans, d'ailleurs c'est même passé au JT, des écrans qu'on pouvait plier, etc. Donc penser ce qu'on peut faire avec. Après, il y a alors qu'est-ce qu'on peut faire avec, justement? Parce qu'on parlait à une époque encore plus reculée de ces... je me souviens de cet ordinateur souple qu'on pouvait glisser dans la poche comme un quotidien, un journal. En fait, c'est un peu la tablette, quoi. Donc, la tablette qui se de l'imol, à la Dali. Et c'est surtout la possibilité de mettre ce genre de device dans des situations totalement... Je parlais de vêtements tout à l'heure, mais c'est vraiment réel. Pourquoi pas en manger, que ce soit pour le métier, une canoë ou n'importe quoi, pour quelqu'un qui travaille en mer, qui a la possibilité d'avoir des informations sur ses vêtements directement. Pourquoi pas les rendre tactiles ensuite, parce que c'est aussi des choses qui sont capables d'être faites dans une maison, intégrées de manière vraiment transparente, et puis après même la construction, puisque les choses deviennent de plus en plus flexibles, de plus en plus adaptables à l'environnement. Donc vraiment, tout peut être fait, tout peut être aujourd'hui électronisé, on peut apporter du service partout. Donc la flexibilité, bien qu'il parlait au départ du form factor qui est plus large, on va y revenir. Fabrice Chary, vous, une, deux, trois choses, un concept. Je ne vois plus d'innovation en mobilité. Aujourd'hui, première innovation qu'on a connue en mobilité, c'était BlackBerry, qui a inventé le smartphone. Deuxième innovation, c'était l'iPhone, qui a mis le BlackBerry dans les mains, qui a inventé le plaisir. Et depuis, on ne fait en effet comme l'écran souple, on essaie de réchauffer des choses anciennes. Donc on parle de plus petit, plus plat, plus puissant, plus rapide, plus quelque chose qui ne sont pas des innovations, mais qui sont simplement le plus que demande le public. Donc voilà, moi je suis un peu dans cet état de dire l'innovation aujourd'hui elle est assez maigre en mobilité. D'accord, donc c'est effectivement, je dirais, un point de vue tout à fait iconoclaste. Est-ce que les autres intervenants y souscrivent? Donc Yvan Gravier, même punition, même question. Et si vous me dites qu'il n'y a pas non plus d'innovation dans le mobile, alors à ce moment-là, on va en parler vraiment sur cet aspect, sur la face cachée du mobile. Mais c'est intéressant, on va y revenir. Sur les 12 derniers mois, je dirais deux choses à remarquer. La première chose, c'est que la courbe de vente des terminaux Android a dépassé celle de l'iPhone. Que cette courbe de vente a engendré dans l'esprit des entreprises, dans l'esprit des directeurs informatiques, une vision plus ouverte de la distribution, de la capacité de maîtriser un parc fermé d'utilisateurs, de maîtriser la distribution d'un applicatif au sein des entreprises. Et donc cette
cette évolution et cette innovation de vision en fait, de la mobilité en entreprise a obligé et oblige aujourd'hui Apple à réagir notamment avec les fonctionnalités qui sont apparues dans iOS 5 en termes de distribution, en termes de distribution in-house, oblige certains constructeurs comme Samsung également à réagir et crée au niveau des entreprises un engouement pour la distribution d'applications en entreprise. Donc, moi, c'est la première chose qui m'a frappé sur les 12 derniers mois. Donc, c'est pas forcément une innovation dans le design ou dans la vision technologique, mais plutôt une innovation dans le comportement au sein de l'entreprise. La deuxième innovation, elle est niche. Aujourd'hui, moi, je vais souhaiter aborder l'usage de la mobilité dans le domaine de la médecine, qui est un domaine niche, qui n'est pas forcément notre spécialité, mais ce qui m'a frappé sur les 12 derniers mois, c'est qu'en France, un décret est sorti qui s'appelle la loi HPST, donc le décret numéro 2010-1229, qui ouvre la porte au niveau de la télémédecine et qui va permettre en fait d'adosser des actes de télémédecine à des remboursements, à des actes de remboursement médicaux. Donc ça ouvre la porte à un certain nombre d'innovations dans l'utilisation du mobile sur des applications de médecine. Et je voulais simplement vous poser une question qui me permettra derrière de préparer les interventions. C'est combien d'entre vous ici ont déjà utilisé leur smartphone dans une utilisation médicale personnelle de télédiagnostic, de consultation? Est-ce que certains sont concernés par ça? Combien d'entre vous? Levez la main. 2, 3, 4. Merci. Philippe? Merci. Ben, moi, je rejoindrais pour le fait qu'en fait, je pense que ce qui est important, c'est les usages. Et il y a une innovation dans les usages, notamment dans l'entreprise. Il y a un phénomène qui prend corps en entreprise. C'est ce qu'on appelle en anglais le renewal device, c'est la possibilité d'amener son propre smartphone dans l'entreprise et qu'il soit pris en charge. Au moins, on l'autorise à accéder à la messagerie et à certains autres services. Donc en fait, ça sous-entend évidemment qu'il y a une multiplication de terminaux possibles. Et c'est vrai que le phénomène Android joue son rôle, le phénomène iPhone aussi. Mais je pense que ça, c'est un développement de l'usage considérable et qui a un impact, on le voit bien sur RIM aussi, puisque BlackBerry est le seul terminal officiellement adopté par la DSI. Donc, je reviens vers vous par rapport à votre réaction, sur le pas d'innovation. Dans une certaine mesure, je suis d'accord avec ce qui a été dit, dans le sens où l'innovation ralentit, c'est certain. Mais il y a quelques années, on a quand même vu Apple arriver, donc après la révolution de BlackBerry, qui a inventé ce qui était vraiment un smartphone professionnel, quelque chose qui était utile et sur lequel on pouvait produire, ce qui est relatif encore aujourd'hui sur les smartphones. Apple est arrivé et a donné un écosystème d'applications. Ils ont révolutionné là un marché, puisque installer des applications, ça existe aussi sur les Nokia 106 gamme depuis des années, sur les téléphones assez simples. Ils ont révolutionné un marché, ils ont apporté l'innovation sur ce marché. C'est vrai que ce n'était pas une révolution technologique. Mais une autre chose, il y a un concept qui est encore. Je pense qu'il y a toujours de la place à la créativité. C'est certain, on est peut-être dans un cycle un peu ralenti. Mais juste pour vous citer un exemple d'un concept phone qui a été vraiment délivré il y a peut-être déjà 1 an et demi, 2 ans, la fondation Mozilla, qui a présenté un téléphone sous Android, il est possible de le faire sous n'importe quel type de téléphone, qui est un téléphone pour vous, donc avec un joli écran courbé. Pour le coup, Samsung Galaxy, je ne sais même pas si vous avez déjà présenté ce genre d'écran. Sur lequel vous avez un pico-projecteur, la possibilité d'afficher du contenu sur le mur qui est en face de vous, un clavier qui est réfléchi sur la table, sur lequel vous pouvez taper. Ça, c'est des technologies qui existent déjà en nomadisme. Et donc voilà, donc l'innovation, l'idée des innovations qui sont peut-être déjà là. On attend aussi les révolutions technologiques et puis la miniaturisation qui permettrait de produire à grande échelle, on va dire. Mais les concepts sont là, je pense que les créateurs sont encore là, peut-être que le rythme est moins élevé. Ce qu'on comprend bien, c'est que c'est pas une innovation pour l'innovation, c'est une innovation pour ce qu'on peut en faire derrière sur des usages, sur l'acceptation de cette innovation, c'est-à-dire les taux d'adoption, c'est quelque chose qui était extrêmement important. Sur la table ronde précédente, il y a une personne d'expert qui donnait des chiffres assez intéressants sur la progression des ventes de smartphones. Je sais qu'Orange fait à peu près la même chose, Orange
terminal sur 2 qui vendait en entreprise, c'est un smartphone aujourd'hui, ça devait représenter pour eux à peu près un quart du parc installé, donc faire bien un tiers, c'est à peu près pareil. Le fort engouement des tablettes, peu en entreprise, mais plutôt un point important. Et c'est un point qui rejoint peut-être ces différents commentaires. Est-ce que la tablette, vous ne l'avez pas cité d'ailleurs nommément, hein, chacun, dans la progression des usages, est-ce que c'est pas aussi en termes de changement d'usage de comportement quelque chose qui est en train de signer la fin de l'ère du PC? Philippe, vous voulez commenter? Oui, tout à fait. Je pense que là, c'est intéressant. Il y a de plus en plus de gens qui en parlent. Tout à fait. On voit bien que, bon, il était connu depuis longtemps, justement, beaucoup plus de terminaux mobiles dans le monde que de PC, ça c'est clair. Mais maintenant, on voit qu'avec l'accumulation des smartphones et des tablettes, il va se vendre plus de smartphones et de tablettes que de PC. Donc on arrive à un bouleversement. C'est vrai que la France n'est pas forcément moteur là-dessus, il y a d'autres pays qui vont avancer ça plus vite, mais on le voit aussi maintenant en France. Et donc ça change la perception. C'est vrai que la façon d'utiliser traditionnelle d'un PC devient un peu ringard. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vrai que c'est toujours très utile de produire. Quand on veut vraiment écrire du texte, c'est très pratique. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit aussi que la tablette et le smartphone sont complémentaires et peuvent l'utiliser dans des situations où le PC n'est pas très pratique. Laurent commentaire. Oui, ce qui est intéressant, la semaine dernière, j'ai assisté à une présentation du journal Les Échos qui retraçait sur les 6 dernières années l'ensemble des dispositifs qu'ils avaient pu mettre en place au niveau du mobile, dans un état des lieux de leurs différentes expériences, également de leurs désillusions par rapport au business model sur le mobile, les efforts que le Financial Times faisait actuellement pour reconquérir des parts de marché, etc. Ce qui était intéressant de constater, c'est que au départ, je dirais, on a considéré le mobile, chez certains comptes, comme un concurrent potentiel. Les applications mobiles pouvaient être concurrentes des sites web, il y avait un cloisonnement dans le système. Je pense qu'aujourd'hui, moi, la vision que j'en ai, c'est que d'abord, on peut abandonner la dénomination mobile. Moi, j'aime bien utiliser maintenant la dimension écran. Alors, on vit dans un monde d'écran. Chaque écran obéit à un contexte d'utilisation particulier. La tablette, le mobile, la TV, le PC sont des écrans. Chacun est doté de particularités techniques, fonctionnelles, différentes, propres. Chacun aura un usage propre. Ils ne sont pas concurrents, doivent être complémentaires. C'est toute cette vision en fait que les entreprises doivent repenser de façon à pouvoir réinventer des business models, rendre ces écrans compatibles entre eux, complémentaires, pas concurrents. La tablette dans la presse ne doit pas phagocyter les ventes des journaux, doivent entraîner les utilisateurs à acheter des journaux pour repenser en fait les business models. Donc moi, je suis parmi ceux qui pensent que l'innovation technologique est importante, mais j'aurais tendance à dire qu'on trouvera les solutions, il y a des solutions. Mais que la vraie innovation, elle va devenir dans notre manière de penser la complémentarité de ces écrans, d'être capable d'exploiter leurs particularités pour atteindre des business models optimum qui permettront une complémentarité entre les différents devices. Donc Fabrice Jarry, par rapport à votre contact direct avec les entreprises, c'est quelque chose auquel vous avez été sensible nécessairement dans les 12 mois. C'est une vraie interrogation pour les directions informatiques aujourd'hui. Comme disait monsieur, en effet, le smartphone et la tablette, c'est plus en consultation. On ne produit pas, on produit peu, et il y a quelques erreurs faites aujourd'hui dans la DSI qui sont poussées à ça. Si on peut parler d'une révolution, en effet, dans les 10 derniers mois, si je peux revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est en effet le Audi qui est très fort. Donc les usagers, les utilisateurs poussent très fort sur le tactile, qui est vraiment la révolution. Et donc ils veulent avoir des tablettes. Et la direction informatique a dit ok, je te donne une tablette, mais je t'enlève le PC. Et là, pour faire un PowerPoint, c'est moins facile. Pour aller dans un fichier Excel, c'est moins facile. Et quand je suis vraiment mobile et que je passe une nuit à l'hôtel, qu'est-ce que je fais avec ma tablette? Je peux jouer, c'est très ludique, mais je ne peux pas produire, je ne peux pas présenter préparer ma présentation du lendemain. Donc là, il y a une vraie interrogation. C'est la même interrogation qu'on a eue dans les années 2000 avec le web. Le
les SI sont en vraie problématique en disant je ne peux pas tout acheter, je ne vais pas te donner et un smartphone, et une tablette, et un PC portable, et un PC fixe au bureau, il y a un choix. Il n'y a peut-être pas de choix aujourd'hui. Peut-être les trois, peut-être les smartphones et les tablettes, et le PC portable parce que j'en ai de temps en temps besoin, et puis c'est PC fixe au bureau parce que c'est beaucoup plus puissant, pourquoi pas un quatrième. Enfin bon, on est dans un monde là qui bouge beaucoup, et il y a une convergence qui va être obligatoire, qui va être je suis dans la voiture, je consulte, c'est ce qu'on fait déjà avec le Malice, c'est le route sur nous, je consulte des informations très particulières sur un dossier, j'arrive au bureau, j'ai cette même vue. Hein, donc il va falloir en effet trouver cette convergence entre les différents écrans, je pense que c'est une bonne vue, de dire voilà, il y a continuité, Microsoft faisait déjà ce genre de vidéo dans les années 90, la continuité de l'information partout, on y arrive. Je pense qu'on n'est pas très loin d'avoir la continuité de l'usage entre la mobilité et le PC fixe. Pour finir juste sur cette notion d'appareil post-PC et autres, finalement on parle de convergence aussi. Est-ce que la voie, par exemple, qu'indique Microsoft avec Windows 8, qui est plutôt une complémentarité, d'associer un peu les deux terminaux est quelque chose sur lequel vous avez un avis, par exemple, Yann Leslie? C'est quelque chose qui a été présenté dernièrement, il y a quelques semaines, un mois il me semble, lors de leur dernière conférence, dans laquelle ils ont présenté Windows 8. Donc on retrouvait l'interface métro qui est aujourd'hui sur les Windows Phone, et on avait la possibilité de passer sur une sorte de Windows 7 amélioré pour tablette. Et cette tablette-là, qui était un petit peu spéciale, c'est un prototype, c'est pas du grand public, il était possible de la poser sur un dock. Et on se retrouvait avec Windows 7, donc un outil qui est extrêmement courant aujourd'hui pour produire, avec tout l'écosystème des applications utiles pour la production. On parle de PowerPoint, c'est vrai qu'aujourd'hui sur tablette, moi je travaille beaucoup sur tablette pour tout ce qui est du POM notamment, des réunions, etc. Par contre, dès qu'il faut produire une présentation dans n'importe quel partenaire, c'est évident qu'on a plus de mal. On le fait finalement avec Google Docs sur le web, mais ça a du mal à tourner sur tablette, vraiment. Donc la production est dure. Mais Microsoft le sent, et Microsoft est en très bonne position d'ailleurs pour réussir, c'est pareil, puisqu'ils ont toutes les armes, ils ont déjà implanté dans les sociétés. Et il y a un souci, enfin il y a un autre plan, c'est l'aspect en dehors du métier, le grand public. Aujourd'hui, l'utilisation que le grand public fait principalement en dehors de mails qui sont totalement faisables sur une tablette, c'est consultatif. Consulter des mails, consulter des sites web, on produit peu, on fait peu de PowerPoint quand on a une utilisation privée. Donc c'est aussi quelque chose qui pourra intéresser le grand public de manière générale. Et pour juste finir et donner deux petits exemples dans ce mode-là, c'est que dernièrement, il y a une tablette sur Android qui est sortie qui s'appelle Asus Transformer, qui est une tablette Android comme celle que j'ai en face de moi, qui n'est pas la Transformer, mais sur le même système, avec les mêmes possibilités, et qui avait un dock le clip, c'est simplement sur un clavier qui apportait une batterie en plus, la possibilité de brancher une souris. Donc en fait, d'en faire un netbook, le netbook que vous achetez aujourd'hui, avec un appareil optimisé, donc un OS, un système d'exploitation, un écosystème optimisé pour l'embarquer et le numériser. Donc c'est des choses qui sont déjà sur le marché aujourd'hui. La convergence commence. Je peux aussi citer même la convergence entre les mobiles et les tablettes et les PC, parce que Asus a présenté d'autres concepts il y a 6 mois à peu près, une tablette dans laquelle on pouvait insérer son téléphone et qui apportait à la tablette en fait, le système d'exploitation, mais aussi la connexion 3G et d'autres possibilités. Donc les choses arrivent. Les choses arrivent quelquefois, je dirais, avec des recyclages dans le temps. En fait, on nous resserre un peu la même chose. Je pense que les constructeurs sont vraiment extrêmement malins, mais il y a quand même, on l'a vu, quand même des innovations. On l'a montré. Est-ce qu'on assiste, on va assister à une segmentation un petit peu des outils. Alors on va rester dans le cadre de la mobilité, des smartphones, des tablettes, d'un autre facteur de forme qui peut arriver, une segmentation professionnelle par les usages, par les utilisations. Après tout, on prendra d'autres exemples aussi derrière, on en parlera un petit peu pour voir si c'est actuellement le bon média, le bon terminal pour supporter ce genre de choses, suffisant. Voilà. Qui peut parler un peu de cette segmentation? Il y a peut-être des terminaux, des bandes manières. Disons qu'il y a un double mouvement qui est en train de se mettre en place. Si on remonte à 2007, sortie de l'iPhone, pendant les 2-3 premières années,
il n'y avait pas de segmentation. Toutes les applications qui sont sorties étaient des applications qui étaient guidées par des optiques de communication. Donc je dirais que ce sont les directions de la communication qui ont l'idée et qui ont donné l'exemple et qui ont tiré le marché de l'application. Puis l'arrivée d'Android et la renaissance de RIM a fait que les DSI, les directions des systèmes informatiques, ont commencé à s'approprier la mobilité. Et aujourd'hui, on est dans une ère de réconciliation et peut-être de collaboration entre les DSI et les directions de la communication. Pour moi, il y a un double mouvement. Premièrement, effectivement, un écran en usage, donc forcément segmentation. Actuellement, ce qu'on voit, c'est quand même le couteau suisse, c'est-à-dire ce qui fait tout, etc. Vous observez une segmentation qui commence à s'effectuer en fonction des terminaux, alors autre que par les facteurs de forme ou par les facteurs de forme, je sais pas. Moi, oui, je pense. En tout cas, en travaillant sur des applications d'entreprise, on s'aperçoit que par exemple, pour revenir sur la médecine aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, la radio et les magazines spécialisés, Sanofi Aventis a sorti un dispositif de mesure de taux de glycémie il y a quelques jours, qui s'appelle IBG. Donc vous avez un dispositif à 77 €, je ne sais pas de pub, hein, moi je lis juste la presse, plus une application iPhone. Ce dispositif vient se plugger sur la connectique du dock iPhone, et pour 77 €, vous avez votre dispositif, une application qui mesure votre taux de glycémie et la possibilité de vous connecter à votre médecin traitant. Donc ici, il s'agit d'un terminal unique, juste d'un terminal tout de suite. L'iPhone, c'est pas un appareil. Il s'agit d'un terminal plus un dispositif mis en place pour un usage unique. D'accord, donc c'est par les périphériques, par les add-ons, par un certain nombre de choses que je dirais les terminaux peuvent aussi prendre deviennent encore plus versatiles. Tout à fait. Réaction sur ce point, sur l'entreprise. C'est vrai que je pense que l'application doit pouvoir fonctionner sur tous les terminaux. Globalement, quelle que soit la taille. Alors c'est vrai qu'il faut penser beaucoup avant de la faire. Mais c'est possible. Alors Nomalis le fait, puisqu'on s'est contraint à faire fonctionner notre applicatif sur un 2 pouces et demi, sur l'outil Sony Ericsson Xperia. Et finalement, en visant très petit, on peut aller jusqu'aux prochaines télé Android de 40 pouces avec le même applicatif. Mais là, évidemment, il ne faut pas penser au formulaire web. Il faut penser graphique, il faut penser navigation, il faut penser utilisateur. Et en effet, il faut être en totale rupture avec ce qui s'est fait auparavant, qui était en effet un formulaire, c'est complètement dépendant de l'écran. D'une manière générale, je dirais c'est quand même une adaptation qu'on voit. Oui. Certains disent que la tablette, pour les entreprises, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est un écran plus grand, donc ça permet d'adapter directement en fait, des pages qui étaient faites pour le PC, pour le web, tandis que le smartphone, il faut vraiment tout redéfinir. Finalement, je dirais que c'est quand même toujours un peu près, on ne s'adapte pas complètement aux médias. C'est vrai que tous les éditeurs de logiciels, soit CRM, ERP, adorent la tablette. Parce qu'à partir d'un 10 pouces, ils peuvent faire comme sur un écran. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de réfléchir. Je fais un écran plus petit, et pour moi, une tablette, enfin on est tous plus de 40 ans, sauf peut-être mais on les a tous connus dans les années 90. On faisait tous marcher Windows dessus. On dirait qu'il n'y a rien de nouveau. Là, c'est plus sympa, ça va plus vite, ça boot immédiatement, c'est ça la vraie révolution de la tablette aujourd'hui. Mais il devrait ne pas y avoir de redesign à faire entre un 2 pouces et demi et un 40 pouces. Moi je dis à mes développeurs, s'il faut redesigner, si ton carré il n'est pas bien placé sur un 40 pouces et il est bien placé sur un 2 pouces, c'est que tu as mal développé. Et sur Android, ça nous a forcé, parce que sur Android ça va de 2 pouces, c'est pas limite. Donc toutes les applis devraient marcher sur. Ça, c'est simplement un travail technique et de travail ergonomique avant de produire la page. Alors, il y a Leslie, peut-être Philippe Bébé-Derrière. Alors, d'abord, un témoignage du développeur que je suis. Je confirme totalement ce que vous dit. Aujourd'hui, sur. Ouf. Oui. Mais c'est d'abord une expertise à avoir, c'est comprendre l'OS pour faire l'interface. Et il y a toujours moyen, de toute manière,
de décider des interfaces différentes. Non, l'idée sur une tablette, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'adapté, d'avoir du contenu. Mais aujourd'hui, les outils sont là, que ce soit sur iOS, que ce soit sur Android, pour développer des applications uniques qui vont savoir s'adapter au système, au device sur lequel, au terminal sur lequel elles sont installées. Donc ça, c'est une chose, et les outils sont là. Et puis, il y a un vrai effort au niveau du grand public pour faire converger l'ensemble des terminaux que un processeur, donc un compte, puisque chaque terminal est associé à un compte. Aujourd'hui, il y a une vraie convergence des comptes et des applications dessus. C'est déjà le cas sur Android, et depuis iOS 5, avec iCloud, qui a été créé, il y a des remarques qui ont été faites, parce que les gens s'étaient assez surpris, et ça marche, et c'est très bien comme initiative. Quand on installe une application sur son iPhone, elle est aussi automatiquement installée sur son iPad, et aussi sur l'iTunes de son Mac. Donc les choses convergent, et bon, si j'imagine ça reste à perfectionner, il y a des outils qui permettent de converger et d'avoir les applications partout pareil. Et je pense que c'est vrai qu'en hommage à Paul, qui a vraiment apporté des attentes qui n'existaient pas forcément avant pour ce genre de mécanisme. C'est vrai qu'avec, on peut parler de l'iPod, mais c'est qu'il y a l'iPhone, l'iPad, le MacBook Pro, tout ça, ça fonctionne bien. Et les gens sont habitués à ça. Et donc en fait, les gens d'Android sont obligés de copier ça, de faire aussi bien. Et puis ça veut dire que Google prend ça et il marche, parce qu'ils peuvent faire ça marcher, parce qu'ils sont très forts au niveau du cloud. Et on voit l'influence que ça a, par exemple, pour quelqu'un comme Amazon, qui a sorti son Kindle. Et en fait, on voit bien que le Kindle Fire est quelque chose qui a vraiment bien compris comment ça marchait maintenant, et qui en plus, et ça c'est très intéressant, je pense, pour toutes les entreprises, se basent sur ces forces à eux, à mesure. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont intégré le hardware, le software, les contenus et les services dans quelque chose où ils sont vraiment les plus forts, et ils arrivent à donner quelque chose qui vraiment est intéressant pour l'utilisateur. Commentaire? Permet juste d'apporter une petite précision en ce qui concerne la convergence des données sur Android. Enfin, j'en parle, c'est un peu mon sujet. C'est quelque chose qui existe depuis ça a été présenté il y a un an, maintenant, un an et demi même, au Google I.O. de 2010, c'est ça, en 2010, avec la possibilité sur les applications d'installer ça sur n'importe quel device. Aujourd'hui, j'ai ma Motorola Xoom, j'ai un Nexus One, deux terminaux Android, et je vais sur le web et j'installe mon application à distance sur ma tablette, sur mon téléphone. Il suffit juste qu'il soit connecté à Internet. Donc c'est juste pour préciser sur Android, c'est une chose qui a déjà été faite. Après, c'est vrai qu'au niveau de la convergence, notamment sur la partie iPod musicale, c'est quelque chose qui vient d'arriver et qui est encore en bêta chez Google, mais qui arrive aussi. Alors, votre mission, par exemple, chez Nomadis, au départ, c'est toujours la même chose, je crois, c'est de rendre accessible en fait l'information sur ces outils, quels que soient les OS, smartphones et tablettes. Et du coup, parce qu'elles deviennent accessibles sur ces terminaux, elles peuvent utiliser aussi des fonctions qui sont propres à ces terminaux et qui n'y avaient pas sur des PC et autres. Est-ce que vous pouvez donner des exemples sur ce que vos clients peuvent faire? Je pense peut-être à des choses sur la géolocalisation, c'est des choses dans le domaine. Donc en effet, ouais, ces terminaux amènent des fonctionnalités qu'il faut absolument utiliser. Donc tous les constructeurs, toutes les marques, tous les OS ne sont pas au même niveau de ces fonctionnalités. Une fonctionnalité qui est en effet extrêmement intéressante dans le monde professionnel, c'est la géolocalisation. Imaginez, vous êtes un commercial à Saint-Quentin-en-Yvelines, pour prendre quelque chose d'un peu loin. Si vous êtes parisien, vous avez 2 heures à tuer parce que vous êtes entre 2 rendez-vous. Et bien Nomadis vous affiche tous vos clients, prospects, partenaires qui sont autour de vous. C'est le genre de fonctionnalité qu'on utilise. On utilisera également tout ce qui est sensoriel. Donc ça, c'est l'innovation 2012, donc je ne vais pas en dire trop, mais on va de plus en plus utiliser... Si, allez-y, on fait un peu de perspective aussi, surtout. Alors en fait, il y a un brevet en cours, donc on va s'arrêter là, mais en fait, le but en effet de ces applications, que ce soit beaucoup plus dans le grand public, parce qu'en effet, il y a des développeurs qui n'ont pas de limite, et donc là, on voit les choses, surtout dans le jeu vidéo, où les développeurs font les choses vraiment très, très bien. Mais dans le monde professionnel, on essaie d'amener du plaisir d'usage. Donc en fait, nous, on est une boîte un petit peu atypique parce qu'on est la rencontre du système d'information et du jeu vidéo. C'est ce mariage qui a donné naissance à Nomadis, et on utilise toutes les méthodes qui datent des années 80 sur l'usage et l'ergonomie qu'on peut avoir depuis tout le temps
dans le jeu vidéo, et si vous vous rappelez des années 90, eh bien, le même jeu vidéo tournait sur un Nokia et sur un écran, un vidéoprojecteur déjà à l'époque. Donc enfin voilà, on applique vraiment ces techniques pour dire qu'il n'y aura pas de limite de taille, il n'y aura pas de limite de sens. Hein, on va absolument utiliser tous les sens, et au fur et à mesure que la technologie nous apporte des sensations nouvelles, et eh bien on utilise cette technique. Mais en effet, bon, tous. Donc quand on a ces chiffres de vente, conversation de vos clients, c'est la cash machine qui apparaît, graphique et tout, et puis c'est la pile Python. C'est très très ludique. Et s'il n'est pas bon, une petite décharge. Voilà. Mais il y a des exemples justement dans ce domaine des applications par rapport à l'innovation. Alors plus précisément, je dirais autour du mobile, on parle de géolocalisation, ce genre de choses. Ça peut dépasser aussi ce cadre-là, dans le M2M, l'Internet des objets, il y a aussi beaucoup d'innovations dans le mobile qui sont en train de dépasser le cadre du mobile, un peu comme vous disiez. Vous avez des exemples peut-être assez probants, assez amusants à nous montrer, avec les caméras, avec les autres choses? Moi, je me focalise plutôt sur l'usage et l'aspect business de ça. Donc en fait, ce que je vois, c'est que cette amplification... Très bien, le business, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, je pense que ce qui est intéressant maintenant, c'est vraiment de réfléchir au business model. Enfin, je veux dire, des gens comme Google, comme Apple, comme Amazon montrent qu'il est possible vraiment, maintenant, que la technologie est là, on peut faire vraiment des choses passionnantes au niveau des écosystèmes de partenaires, et avec des business models qui sont de plus en plus complexes. J'apprends aujourd'hui, par exemple, que Google va lancer un truc avec YouTube, et mettre dedans Amazon, tout ça. Enfin, l'idée, c'est, à partir de YouTube, de donner la possibilité aux gens d'acheter des morceaux de musique, des choses comme ça. Et en fait, c'est des choses où Google n'était pas spécialement présent. Donc, on voit bien qu'avec toutes ces possibilités, ils réfléchissent comment ils peuvent faire plus de business, quoi. Et quand on voit les résultats de Google, le dernier trimestre, on voit bien que ça marche. Donc, en fait, je pense que Amazon montre aussi que ça peut marcher. Et ce qu'il reste, il faut réfléchir bien quels sont les points forts de l'entreprise. À la limite, si jamais on n'est pas très fort dans quelque chose, on le construit. Amazon a montré, on peut très bien devenir le leader du cloud, si on n'était pas prévu, mais parce qu'on a des forces à l'intérieur. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir très très fortement à ces forces elles-mêmes et voir là où on peut se positionner pour utiliser au maximum toutes ces ressources-là. Et donc je pense que ce que je recommanderais à ceux qui veulent vraiment réfléchir là-dessus, c'est regarder comment Amazon fait depuis 15 ans. C'est souvent quelque chose qui est sous le radar, mais ils sont passionnants à regarder. Alors peut-être une application concrète que vous avez montré que dévoilée, qui est assez étonnante dans le domaine de la télémédecine et qui montre justement cette versatilité du smartphone, c'est Cloud for Skin. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Yvan Gravier? De quoi s'agit-il? Oui, rapidement, donc, il s'agit toujours dans le télémédecine de bénéficier de cette ouverture qui a été proposée par ce décret qui offre la possibilité de facturer, d'adosser les actes de télémédecine à des remboursements pour explorer ce qu'on est capable de faire avec un smartphone. On peut faire beaucoup de choses, on peut prendre des photos, on peut, plus ou moins précises, on peut relever des paramètres médicaux sur la glycémie, sur l'électrocardiographie, on peut faire énormément de choses. Donc le device est un capteur, le device est un transmetteur de données, donc une fois qu'on a ces deux paramètres, on peut décliner à l'infini. Donc Cloud for Skin, c'est un exemple de projet qui vise à permettre à un smartphone d'être un capteur de différents paramètres de la peau. Donc sur la peau, vous pouvez détecter... Vous en avez un, non? Non, vous ne l'avez pas sûr. Non, parce que la particularité, c'est que je n'ai besoin que de mon iPhone. Je n'ai pas besoin. Donc voilà, le Cloud for Skin, c'est ça. Oui, mais la partie scanner... Non, la partie optique est en cours de conception par l'Institut Optique. Donc elle sera disponible l'année prochaine. Donc, avec un iPhone, on peut aujourd'hui détecter des mélanomes, détecter des allergies, détecter par exemple des allergies au lait de vache, détecter des allergies à la cacahuète. On peut également diagnostiquer ou télédiagnostiquer à distance 80% des pathologies sur la peau, par exemple les ulcères de peau. Tout ça, c'est envoyé donc par 3G dans un système de base de données. Tout ça est forcément envoyé en respectant les standards du domaine de la télémédecine, où là, effectivement, il y a du travail en termes de tests, en termes de sécurisation des données, en termes de respect des normes, notamment à la CNIL, mais aussi des normes spécifiques de l'hébergement en télémédecine. Tout ça est envoyé à des médecins, évidemment, ou des personnels de santé qualifiés, spécialisés pour procéder à un télédiagnostic. L'enjeu n'est pas
de prendre la place des médecins traitants et des personnels de médecine. L'enjeu, c'est simplement deux choses: ne pas occuper inutilement des places dans les hôpitaux, ce qui coûte très cher à nous tous ici, et deuxièmement, autant que faire se peut, maintenir les gens à domicile. Vous savez tous que lorsqu'on est soigné à domicile, on a une espérance de vie bien supérieure à ce que lorsqu'on est soigné ailleurs et qu'on sort de notre environnement quotidien. Et alors l'autonomie du smartphone, du coup, c'est 10 minutes avec l'appareil quand on s'en sert, non? Alors, je rejoins la discussion de tout à l'heure. Chaque dépistage, chaque diagnostic, c'est une niche, c'est un segment. Voilà. Donc, chacun aura un device ou un accessoire particulier. Dans le cas de la détection du cancer de la peau, j'ai pas besoin de... Donc, chaque usage aura des contraintes techniques, aura des contraintes d'alimentation différentes. Et le prix par rapport, je dirais, à des équipements médicaux, donc c'est qu'ils sont extrêmement chers. Alors, justement, une des innovations aujourd'hui, c'est qu'on va maintenant démocratiser ce type d'équipement. Pour exemple, des appareils dans les cabinets de médecins spécialisés de détection du cancer de la peau. Aujourd'hui, il n'y a que les Allemands et les Américains qui vous proposent ce type d'équipement. Je ne vais pas citer de marque. C'est prix moyen 15 000 $. Aujourd'hui, on est capable, avec un instrument que Supoptic est en train de concevoir, de proposer pour moins de 20 € un équipement optique capable. Combien? Moins de 20 €. Moins de 20 €. Moins de 20 €. On est capable de vous proposer un équipement qui permettra à un médecin spécialisé, dans 80% des cas, de détecter si oui ou non vous développez un risque notable de cancer de la peau. C'est un prix à la limite compatible avec l'utilisation très grand public. On peut mettre ça dans les allées de supermarché, et avec tout le nombre d'hypochondriaques qu'on a, de toute façon, je pense que ça va être un véritable succès, non? On est capable de mettre ça dans les pharmacies et de les adosser à des remboursements. D'accord. Là, c'est extrêmement intéressant. Il y a peut-être un site web, non? On va peut-être aller voir ça. Il y a plusieurs sites web. Aujourd'hui, si vous voulez vous renseigner en plus là-dessus, je vous conseille le site web d'une société qui s'appelle PPV Technologies. On peut vous voir peut-être sur un stand, non? Peut-être ça sera plus simple pour prendre renseignements. Aujourd'hui, je suis où le stand de Nokia, donc là, c'est moi qui le fais. Allez voir Nokia alors. Il y a les peut-être, je dirais, d'autres innovations assez intéressantes dans les usages pratiques par rapport à ça. Il y avait deux choses, peut-être que vous avez parlé d'autre chose, mais dont je voulais un peu qu'on parle, c'est aussi la vidéo, quand même sur les tablettes avec ces deux caméras et autres. Il y a des gens qui tirent des usages en visioconférence qui sont extrêmement probants et qui ont haute définition aussi, je dirais, avec des capacités des réseaux et des machines. Les interfaces naturelles, les commandes vocales, je ne sais pas ce que vous pourrez choisir, vous, dans le corpus de technologie. Je peux simplement dire que les services se développent là-dessus énormément. Le dernier en date, et c'est pas pour faire du dualisme primaire, c'est Hangout, qui a rejoint Skype, qui a rejoint iChat, qui fait de la vidéoconférence. Le système de Hangout, ce qui vient, c'est que c'est une conférence à plusieurs, mais maintenant, depuis quelques semaines, on peut même le faire depuis un terminal Android, et ça va arriver aussi bien évidemment sur iOS. Expliquez un peu pour être clair de quoi il s'agit. Ouais. Pour tous ceux qui ont déjà fait de la conférence à plusieurs sur Skype, vous avez votre caméra en face, vous parlez dans un micro, et votre caméra et votre voix, enfin votre image et votre voix est diffusée à toutes les personnes qui conversent avec vous. Vous avez la possibilité de faire ça à plusieurs, jusqu'à 10 aujourd'hui sur ce service. Et sur Skype, je ne sais pas à quel point c'est limité, je sais que des podcasts se tournent sur Skype et ça marche extrêmement bien. Voilà, l'idée maintenant c'est de faire ça. Sur Skype, ça marche très très bien. Hein. Ce qu'on pourrait vraiment leur demander, c'est qu'il puisse afficher un visage qui ne soit quand même pas aussi épouvantable. Parce que j'ai les vidéos sur Skype, ce qu'on en fait, c'est terrible. Il y a un gros souci, là, toujours dans cette situation, c'est la connectivité Internet. On pourra en parler peut-être un petit peu plus tard. Parlez-en maintenant, parce que ça fait effectivement un des sujets aussi. On a ces innovations, ces terminaux mobiles et les réseaux. Et
voilà, donc aujourd'hui il est possible de faire de la vidéoconférence à plusieurs. Ça a été présenté dans une vidéo cette nuit à 4h du matin, heure française, dans la possibilité sur les terminaux Android qui vont arriver. Je fais des annonces Android, mais ça arrive bien évidemment sur tous les autres devices iOS et Windows Phone. La possibilité de faire de la vidéoconférence à plusieurs. Ça prend de la connectivité, ça prend du réseau 3G, il y a toujours des soucis. On sait que la 4G arrive, les licences ont enfin été vendues, enfin on est parti. Donc on peut, en espérant que les prix n'augmentent pas trop, il y a encore un gros débat là-dessus, avec des dossiers qui sont sortis il y a quelques mois là-dessus. On sait pas. La 4G arrive. Ouais, oui, doucement, doucement. Il faut quand même compter sur la 3G+, demain et en 2012. Évidemment. Alors, j'ai pas eu l'occasion de tester directement la vidéoconférence avec un terminal mobile. J'ai vu des vidéos. Enfin, je l'ai fait de manière j'ai pas vraiment pu le tester. Je ne peux pas dire si la qualité est très bonne. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, les terminaux sont assez équipés pour pouvoir diffuser ces flux vidéo et surtout capter une image qui est tout à fait correcte. Je ne vais pas citer un exemple, mais vraiment le Paris Android User Group a témoigné de... Donc à suivre cette annonce vidéo pour voir ce que ça peut donner dans la pratique. Et peut-être un mot quand même aussi, je dirais, sur tout ce que promet peut-être le club computing mobile sur les plateformes, travailler en fait en mode SaaS. Est-ce que ça, je dirais, c'est aussi quelque chose de très très prometteur à la mesure où ça peut solutionner aussi les problèmes de diversification d'OS, parce que quand on est en entreprise aussi, vu l'hétérogénéité, les cycles de vie qui sont de plus en plus courts de ces terminaux et autres, pour les développeurs c'est notre problème, on sent qu'il y a énormément de freins. Comment vous sentez aussi l'évolution de la distribution des applications mobiles et de l'intérêt d'avoir beaucoup de choses qui s'externalisent? C'est vrai que nous, dès 2008, on a fait le pari d'être en mode SaaS et d'avoir une interface graphique générique. Donc c'était un mobile un petit peu compliqué à mettre en œuvre. Et donc on a fait le pari que toute l'intelligence de l'application soit sur nos serveurs. Donc en effet, les mobiles peuvent évoluer, on peut avoir des grands, des petits, des marques qui arrivent, des marques qui vont mourir forcément. En effet, Microsoft va peut-être prendre la place de RIM, enfin voilà, tout peut arriver, mais on a tout de suite décidé de dire on ne mettra pas ou très peu d'intelligence en fait sur les mobiles eux-mêmes, toute l'intelligence sur le SaaS. Et en termes de réseau, on peut dire merci à Steve Jobs pour quelque chose, mais il a réinventé le client-serveur avec ses applications et ça permet, donc dans les années 2000, on a vu arriver le web. C'était pour moi une catastrophe, parce que c'était vraiment extrêmement consommateur, on avait fait un recul de plusieurs années au niveau ergonomie, on ne savait plus faire copier-coller, on ne savait plus rien faire. Et finalement, Steve Jobs est arrivé en disant, voilà, moi le web, je ne crois pas trop, je vais faire des applications en client-serveur, des applications que vous installez, et pour le réseau, c'est meilleur, parce qu'en fait, on ne véhicule que la donnée, on ne véhicule plus le look de la donnée, sur le web, c'est ça. Et je pense que il y aura peut-être, là, c'est peut-être quelque chose à suivre. Est-ce que les applications web vont mourir? Est-ce que peut-être un peu de platine. Il y a une infinité de possibilités. Il y a une infinité d'écrans, une infinité de dispositifs. Est-ce qu'ils vont être segmentés ou pas segmentés? Est-ce que c'est l'interface graphique qui fait la différence? Est-ce que je vais trouver mon business model? Enfin, on n'en sait rien. On n'en sait rien non plus. Donc, la moindre chose à faire, c'est de se tenir prêt. Donc, quand vous discutez avec les développeurs d'applications mobiles que j'ai été, 2/3 de nos problèmes, ils ne viennent pas du mobile en fait. 2/3 de nos problèmes, ils viennent des données qui nous sont fournies. Donc la moindre des choses, c'est se préparer pour alimenter cette multitude d'écrans. C'est préparer les back-ends, préparer les plateformes. Quand vous regardez tous les grands acteurs de la Silicon Valley, de Google en passant par Twitter, leur premier réflexe a été de constituer une alimentation des données, ce qu'ils appellent des API. Voilà. Donc, pour moi, le succès de vos opérations dans le mobile, vous ne le connaissez pas par avance. Ce qu'il faut faire, c'est être capable de mesurer. Pour être capable de mesurer, il faut que vos systèmes transverses à tous ces écrans fournissent des services, des API, ce qu'on appelle des web services, susceptibles d'être interprétés par tous ces écrans, quelle que soit la technologie, et vous rendre capable de mesurer le succès de vos dispositifs et de réagir vite, de rétro-réagir pour ajuster votre cible et vos opérations. Vous voulez
juste, c'est très important en fait de penser. Bon, c'est vrai que la LTE en France arrive petit à petit et moins vite qu'ailleurs. Mais il faut bien voir qu'en fait que la LTE, c'est pas uniquement, la 4G, c'est pas uniquement du plus haut débit, c'est surtout une latence beaucoup plus faible, qui va être jusqu'à 10 fois moins que ce qu'on connaissait. Donc en fait, il faut bien penser que un des wow factors, la plupart des pays qui ont fait le déploiement de LTE, il y en a beaucoup maintenant, je pense, une vingtaine de pays, c'est vraiment, les gens ont l'impression de faire du temps réel. Et ça, c'est ça qui va changer complètement la façon d'interagir avec le mobile. Vous vouliez réagir, je pense, parce que je vous ai senti réagir. Déjà, d'une, confirmer ce qui vient d'être dit par le monsieur qui est juste là, je suis désolé. Yvan Gravier. Exactement, absolument d'accord sur d'ailleurs ça a été le succès de Twitter. Pourquoi ça a marché? Parce qu'aujourd'hui on a un client sur toutes les plateformes, même si Twitter n'a pas développé pour. Et ça c'est génial, pouvoir l'utiliser facilement avec une application native. Une deuxième chose aussi, pour boucler un petit peu ce qui a été dit à ma gauche, aujourd'hui on a un client sur un terminal qui communique avec des web services, il y a des API, donc ça c'est ce qui a été dit. Mais la boucle est bouclée aujourd'hui parce que les interfaces web qui sont des web applications et plus simplement de l'affichage, aujourd'hui vous avez de la réactivité sur Gmail par exemple, sur Twitter, sur tous ces clients riches, sur Facebook bien évidemment. Ces pages web communiquent en JavaScript, donc avec un langage qui permet de mettre de l'intelligence et de la logique à l'intérieur des pages web, communiquent directement avec des web services, vont chercher des informations qui vous affichent dans un look web, donc avec du vrai contenu affiché graphiquement sur la page. Donc les web applications sont déjà des applications web qui communiquent avec des données qui vont chercher. Donc ça ne fait qu'ouvrir un débat qui est beaucoup plus large sur le devenir de ces outils du réseau. Rendez-vous à la au prochain sujet sur l'innovation l'année prochaine, sous un autre angle sans doute. Et merci beaucoup pour votre attention.